Il y a quelques jours, j'ai sorti une vidéo pour expliquer comment j'ai créé un SaaS en une semaine. Alors, bon esprit, pas de leçon péremptoire en mode fais comme moi et tu gagneras des millions. Toi aussi, achète ma formation pour faire un SaaS en une semaine deviens riche. Non, juste le partage d'un début d'aventure. C'était la première vidéo sur ce thème précis. Jusqu'ici, j'avais plutôt parlé de mon expérience de CTO. Et littéralement, le premier commentaire dans les 10 premières minutes de la diffusion de cette vidéo, c'était « Je ne suis pas fan de cette mode de ship fast, où on pousse à dev en temps record des micro-SaaS qui sont ensuite abandonnés par le dev. Ça tend le marché vers un vite fait mal fait qui réduit drastiquement la qualité. On se retrouve avec une tonne de micro-SaaS, tous payants d'intérêt très limité et en plus médiocre. Ça devient une vraie jungle. Sans parler du message que ça véhicule, où dorénavant le seul but c'est de faire du fric et rapidement, peu importe la qualité de nu pour lui. C'est totalement contraire à la philosophie du monde du dev où on veut des choses bien faites et propres. Perso, un mec qui fait du ship fast, j'en veux pas. Dans mon équipe, je sais d'avance qui codera comme un cochon. C'est un enfer pour le reste de l'équipe, et comme la vitesse d'exécution prend le dessus sur la qualité, je dis next. Ma première réaction, c'était genre mince, mais qu'est-ce que j'ai fait quoi? Pourquoi est-ce que je me prends ce missile dans la tête? Parce que si je sélectionne un peu les lignes que je lis, je fais un produit médiocre, je code comme un cochon, et puis je fais un enfer pour les gens qui bosseraient avec moi, donc faut vraiment m'éviter quoi. Premier degré, c'est quand même assez violent. J'ai pris ma petite dose de sel, et puis j'ai pris un peu de recul, et j'ai essayé de comprendre. Bon, déjà, avant d'aller plus loin, cette vidéo, c'est pas juste une réponse à Jean-Luc. On va l'appeler Jean-Luc parce que, pourquoi pas, déjà. Et en fait, je trouve bien qu'on parle de ça. Parce qu'au-delà de la forme, que quand même un peu discutable, il y a un sujet intéressant. Est-ce qu'on doit vraiment opposer vitesse et qualité? Est-ce que les devs rapides ont tendance à bâcler ce qu'ils font? En somme, quand j'ai insisté sur le fait d'être rapide, est-ce que j'ai fait passer un mauvais message? Il faut que je me présente avant d'aller un peu plus loin, parce que c'est peut-être la première vidéo que vous regardez sur cette chaîne. J'ai 20 ans d'expérience, j'ai bossé dans de nombreux secteurs, dont la banque, l'assurance, les télécoms, le voyage ou l'industrie. Et puis je suis devenu freelance, avant de créer 2 sociétés. La première c'était Lateral South en 2011, et surtout Malte en 2012. J'ai été CTO de Malte pendant 12 ans, accompagnant l'entreprise de 0 à 700 personnes, de 0 à plusieurs centaines de millions de chiffres d'affaires par an. Mais aujourd'hui, je revole de mes propres ailes en tant que solopreneur. C'est-à-dire que je code de mes propres mains, parce qu'en fait, entreprendre, ça me manquait beaucoup. Alors pourquoi est-ce que je ressens le besoin de donner ces informations-là? C'est pas une question de poser un argument d'autorité, genre j'ai construit ça donc je suis intouchable. Non, c'est pour expliquer mon contexte. Pourquoi je pense comme je pense? Je crois fondamentalement qu'on vient tous avec nos anciens traumas, nos anciennes bonnes et mauvaises expériences. Pour revenir, il me faut faire face à mon passé. Et je l'ai fui depuis si longtemps. Et je le sais parce que j'ai recruté beaucoup chez Malte et j'ai fini par comprendre que beaucoup de personnes rejoignent une entreprise avec l'envie de ne jamais reproduire un problème qu'ils ou elles ont eu dans le passé. On n'est rien de plus que le produit de nos anciennes expériences. Au point que un mot, une phrase peut trigger des personnes sans aucune rationalité apparente. Ou tout du moins, ça peut prendre des proportions qu'on n'imaginait pas. Le moment que nous attendions est venu. Exécutez l'ordre 66. Parce que ça fait référence à une ancienne expérience douloureuse. Et là, clairement, Jean-Luc, il a été trigger. Et à bien y réfléchir, je le comprends. T'as un type, moi, qui dit clairement « sortez votre produit le plus rapidement possible », et Jean-Luc, sans doute, dans son fort intérieur, il pense « quick and dirty ». Moi aussi, j'ai eu des expériences dans le passé où on m'a poussé à aller vite pour créer des prototypes pas dingues en termes de qualité, mais en me promettant du temps dans le futur quand le moment sera venu pour me l'améliorer. Et ça n'est jamais arrivé. Le prototype, il a fini en production, et moi avec plein de frustration. Mais c'est pas arrivé si souvent que ça. Et dans l'autre sens, moi ce qui me trigger beaucoup plus, c'est le nombre de projets que j'ai vus avec des équipes de dev mettant des mois à sortir des projets déconnectés de toute réalité économique, et dont le coût ne sera probablement jamais remboursé. Le temps, c'est de l'argent. Et j'ai vu beaucoup d'équipes de dev dépenser beaucoup trop d'argent que ce qui aurait été nécessaire. J'ai plus été dérangé dans mon expérience par le lent et coûteux que par le quick and dirty. Alors bien sûr, j'ai vu aussi des boîtes mourir à petit feu parce que leurs produits se dégradaient dans le temps à cause de la qualité médiocre de celui-ci. Oui, je suis désolé Trendline que t'apparaisses ici, mais je t'aimais beaucoup dans le passé. Et là j'ai bug sur bug en ce moment, alors s'il te plaît, ressaisis-toi. Mais on parle pas de la même chose là. Dans le premier cas, c'est souvent lié à des entreprises de petite taille. La rapidité, enfin l'absence de rapidité plutôt, les a tués. Dans le second cas, c'est au contraire des entreprises de très grande taille. L'absence de qualité et d'innovation les a fait lentement s'effondrer. Et on peut avoir vu les deux, parfois même dans la même boîte. Alors quoi?
C'est-à-dire que le premier élément de réponse à notre question vitesse ou qualité, c'est ça dépend. Ouais, ok, c'est peut-être pas incroyable comme réponse. Alors poursuivons. Déjà, mon vécu me pousse à croire que la vitesse est un avantage compétitif, sans que ce soit toujours au détriment de la qualité. Alors je sais pas vous, mais de mon côté, j'ai connu une période assez différente. Mettre en production une nouvelle version d'un logiciel, ça se faisait tous les 6 mois, voire même tous les ans. Le premier projet sur lequel j'ai travaillé en 2001-2002, c'est 3 ou 4 ans de dev avant d'être mis en production. Et puis à partir de 2006, je rejoins une entreprise où je rencontre mon nouveau boss, et cette personne me reprogramme littéralement sur le sujet de la qualité et de l'automatisation. Alors il était plutôt en avance sur son temps, et on avait construit une CI distribuée à partir de 2006. Alors qu'aucun logiciel ne proposait encore ça. Alors si vous n'avez pas compris ce que je viens de raconter, globalement c'est une façon d'exécuter les tests de l'application sur plusieurs machines, soit pour tester des machines différentes, système d'exploitation, base de données, etc., soit pour accélérer la vitesse complète pour faire tourner l'ensemble des tests. Et puis en 2010 sort un bouquin fondateur de Jez Humble et David Farley, intitulé Continuous Delivery, comment livrer constamment son code. Parce que dans la même période, on entend que Amazon et Facebook, ils feraient des modifications tous les jours en production. Et ça, c'est plutôt révolutionnaire par rapport à ce qui se faisait. Alors quand j'ai créé Malte en 2012, j'avais beaucoup travaillé sur les sujets d'usine logicielle. Et je n'imaginais pas un instant un produit comme Malte qui serait déployé tous les 3 ou 6 mois. Puis 2012, c'était aussi l'essor des PaaS, les plateformes as a service, des environnements sur lesquels il est facile de mettre en production. En gros, tu codes, tu sauvegardes, et quand tu sauvegardes, ça déploie en production. Donc j'ai créé Malte avec déjà cette culture en tête de ship fast. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'être capable de faire pareil est plutôt commun un peu partout, parce que tout le monde en a compris la valeur. Enfin, je croyais que c'était devenu commun. Alors quand moi je sors la vidéo sur le fait de créer un SaaS en une semaine, j'ai pas l'impression d'être radical, j'ai pas l'impression de sortir une énormité. C'est ma culture, certes, mais j'ai l'impression qu'elle est plutôt universelle. J'ai pas l'impression que je sois aux antipodes de la philosophie du dev, qui veut faire les choses bien et propres. Presque au contraire même. Et puis pour moi, c'est un peu ce qu'on appelle l'agilité aussi, non? Parce que même si j'aime plus tellement ce mot, pour être honnête, enfin, la façon dont on l'utilise aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises. Le fait d'aller vite pour récolter des feedbacks et construire un produit à partir de ses retours, ça me semble être pas tellement exotique dans la tech actuelle. C'est la définition même de l'agilité. Donc encore une fois, ça me semble pas être aux antipodes de la philosophie du dev. Mais toute cette discussion, elle me fait penser à une opposition qu'on fait traditionnellement entre constructeurs et explorateurs. Les explorateurs, ce seraient les personnes qui seraient moins réticentes à prendre des risques, casser des trucs, tester, et donc par hasard, des fois, innover et inventer. Les constructeurs, les builders si vous voulez, seraient plus attirés par la fabrication, l'industrialisation. Ce sont les personnes qui auraient le sens du détail. Ce seraient les personnes dont on a besoin pour garantir le bon fonctionnement d'un train en marche. Alors j'utilise pas mal le conditionnel parce que c'est jamais tout noir ou tout blanc. Moi par exemple, je me sens builder et explorateur. Et j'ai pas vu beaucoup d'entreprises où les deux ne seraient pas nécessaires. Par contre, c'est vrai que les deux peuvent parfois se taper dessus. Parce qu'entre celui qui recherche la rupture et n'hésite pas à casser des choses, et celui qui recherche la stabilité, parfois ça se frite un peu. C'est peut-être aussi ça qui a créé une barrière avec mon nouvel ami sur YouTube. Et je précise tout de suite que l'idée n'est pas de dire du mal de Jean-Luc, parce que j'ai travaillé avec beaucoup de Jean-Luc que je respecte. Jean-Luc est a priori un bon builder, et il a de mauvaises expériences avec des explorateurs. Enfin, peut-être. Ou peut-être que c'est autre chose encore. Peut-être que j'ai pas encore trouvé exactement ce qui nous sépare. Mais j'ai éventuellement une idée. Marc Louvion est souvent cité dans les réponses de Jean-Luc, et on sent qu'il y a un amalgame assez fort. Alors je précise tout de suite, Marc, je le connais pas personnellement, oui je l'ai cité dans quelques vidéos, mais je pense que son histoire et la mienne sont plutôt différentes. Il a créé un produit qui s'appelle ShipFast, mais c'est pas pour autant qu'il a la paternité désormais du concept de produire vite. Et puis son produit, ShipFast, je l'ai pas testé, parce que pour le tester, il faut l'acheter. Par contre, je crois comprendre ce que c'est. ShipFast, c'est des bouts de code, c'est une librairie de composants comme il en existe beaucoup, et on appelle ça aussi un boilerplate dans le jargon. Il a remarqué, comme moi bien sûr, qu'au début d'un projet, on reproduit très souvent les mêmes choses. Donc il a mis un joli paquet cadeau autour de ce qu'il utilise pour démarrer ses projets, et il s'est mis à le vendre, et ça marche. Alors pour beaucoup de devs, c'est pas normal, ça se vend pas, n'importe quel dev pourrait le faire, et c'est sans doute en partie vrai, beaucoup de devs sauraient le refaire. Mais ce qu'on achète dans un boilerplate, c'est pas forcément la technologie, c'est le temps, comme avec Bootstrap par exemple. Ça choque personne d'acheter des composants pro sur Nuxt.UI Pro, Tailwind UI, Preline, Flowbyte ou ThemeForest. C'est un type de produit qui se vend tous les jours. Mais oui, c'est pas open source. Et tout n'est pas open source. Les gens, ils ont besoin de manger. Personnellement, moi, j'irais pas cracher sur les gens qui mettent un prix sur leur travail. J'irais même, en réalité, plus loin. Comme c'est plutôt rare que les devs utilisent leurs compétences pour vendre des produits, de mon côté, je ne peux qu'applaudir. Après, je pense que ce qui embête quelques personnes, c'est le fait que dans la mouvance indie hacker,
Certains, dont Marc, parlent beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de vidéos ou de tweets en mode regardez, j'ai ramené 50K de MRR avec le SaaS que j'ai construit la nuit dernière. Alors, déjà, certains trouvent que ça fait pas très réaliste et ils ont l'impression qu'on leur ment un petit peu. Et puis, il y en a d'autres qui trouvent ça indécent qu'on parle d'argent. Alors moi, ça me choque pas. C'est juste qu'il faut pas que ce soit l'unique sujet. C'est une question d'équilibre. Et en parlant d'équilibre, Marc Louvion rappelle aussi régulièrement qu'il a galéré 4 ans avant de gagner de l'argent. Qu'il a vécu dans des appartes qui font pas la taille de votre chambre. Alors oui, aujourd'hui, il est plutôt fier d'avoir surmonté ces épreuves. Et c'est cool. Il a trimé, il a sorti des dizaines de produits jusqu'à ce qu'un de ses produits fonctionne et trouve des clients. C'est top. Mais dans tous les cas, encore une fois, je ne connais pas Marc personnellement. Alors à première vue, je ne lui souhaite que du bien, mais il n'a pas breveté le fait de ship fast. Et si j'en reviens au fait de ship fast, c'est-à-dire construire rapidement, j'aimerais revenir sur une partie de la réponse qui m'a été faite. Il y a des choses qui prennent du temps pour être faites correctement, que ce soit au niveau du code en lui-même, de la sécurité, des tests, de la RGPD, des backups, etc. Ça pêche d'office quelque part. Alors je continuerai à privilégier la qualité, c'est sans doute dû au secteur sensible où j'ai travaillé. Entre autres, la banque. Bon, je vais pas troller sur les banques, je pourrais honnêtement parce que j'ai vu comment ça marche, Mais non, en fait surtout, je voudrais revenir sur le fait que la qualité, elle n'est pas antinomique avec la vitesse. Alors effectivement, il n'y a pas de magie. Pour aller vite, en partie on saute des étapes, ou plutôt on fait des choix. C'est ces choix qui permettent d'aller vite. Évidemment que c'est pas la vitesse de frappe sur le clavier. Je dirais même que c'est l'économie du nombre de frappes sur le clavier qui fait la vitesse. On peut choisir aujourd'hui de déléguer le déploiement à un PaaS. On peut choisir de déléguer des fonctionnalités à des SaaS. On peut déléguer la recherche sur Algolia par exemple. On peut utiliser Google Maps pour éviter de réinventer comment on calcule un itinéraire. On peut utiliser RSS Feed Pulse pour l'envoi de newsletter. Oui, vous l'aviez pas vu venir celle-là. Bon, bref. En 2024, il est des centaines de fois plus simple de démarrer un projet rapidement. Et d'ailleurs, un produit, c'est pas forcément du code. La première version de Nomad List était un simple fichier Excel partagé. Alors c'est pas le cas, mais ça aurait très bien pu être aussi l'histoire de Airbnb. D'ailleurs, un produit, ça ne naît pas forcément dans une entreprise avec des milliers de développeurs. Google a démarré comme projet de recherche sur les serveurs d'une université, et Facebook est né en tant que projet étudiant. Et enfin, la vitesse, ça permet aussi de changer d'avis, parce qu'un produit, ça doit changer parfois de direction. La vitesse d'exécution permet ça. Netflix était un site de location de CD en ligne. Slack, c'était un chat créé par une équipe qui bossait à l'origine sur un jeu en ligne. Et MongoDB, c'était un sous-produit d'un PaaS qui ne marchait pas commercialement. Alors c'est facile de dire après coup, Malte n'entre clairement pas dans la culture du shipfast ou des micro-SaaS. Ah oui, c'est sûr, 10 ans après, on n'imagine pas que Malte ait pu être dans la culture du shipfast. Et pourtant, Malte, c'est moins de 3 mois entre l'idée et la sortie officielle. Bref, passé la première réaction que j'ai pu avoir, je trouve en fin de compte que ça a permis d'ouvrir une bonne réflexion. Bon déjà, je pense pas qu'il faille opposer rapidité et qualité. La rapidité n'est pas un synonyme de médiocrité. Ça peut être au contraire un avantage stratégique. Mais c'est vrai évidemment aussi que ça dépend du contexte et qu'un travail bâclé, une pression constante sur la qualité, ça peut tuer des produits et des boîtes. Ça peut tuer des gens aussi dans des secteurs très sensibles. Donc mon propos initial, il s'insérait surtout dans le contexte d'une création de boîte, enfin une création de SaaS. Je parle bien de création, c'est-à-dire la phase où on démontre une idée. Certains auraient même appelé ça un prototype. Un produit, ça commence souvent comme ça. Ce sont des idées testées, lancées, éprouvées, validées, invalidées, corrigées, améliorées ou abandonnées. Et c'est pas forcément lié à la taille. Une cellule de R&D dans un grand groupe peut fonctionner de la même façon. Je voudrais aussi conclure en rappelant un truc. Aujourd'hui, si je suis capable de lancer un SaaS en une semaine, c'est aussi parce que j'ai passé 20 ans à apprendre à lancer un SaaS en une semaine. Alors, dit comme ça, c'est pas si rapide en réalité. Et je sais que beaucoup d'entre vous iront plus vite que moi pour apprendre. Donc, je vous souhaite tous bonne chance pour faire les futurs Big Tech de demain. Sur ce, vous pouvez retourner à une activité normale. Bye.